bien, bonjour. Bonjour, Merci déjà de nous avoir accueillis pour pouvoir faire cette interview. avec plaisir. Alors la première question, on va rester vraiment sur quelque chose de très traditionnel. Si vous deviez vous présenter en 30 secondes, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Alors en 30 secondes, on aimerait que les gens retiennent que c'est vraiment Eurozoom qui a creusé le sillon de l'animation japonaise au cinéma en France, hors Ghibli évidemment, puisque les seuls... Alors c'est le bruit de... Peut-être fermer la porte là. Évidemment, dès qu'on commence... Donc je recommence la phrase peut-être. Ouais. Oui, Bon. oui. Donc je recommence. Donc en 30 secondes, ce que j'aimerais vraiment que les gens retiennent, c'est que c'est vraiment Eurozoom qui a créé le sillon de l'animation japonaise au cinéma en France, hors Ghibli évidemment, puisque les films Ghibli sortaient. Mais sinon, vraiment, l'animation japonaise, c'était de l'événementiel, c'était quelques projections par-ci, par-là, et des vraies sorties avec un travail de fond, un travail de presse, un travail d'avant-première, un travail de véritable sortie nationale avec une programmation tous les jours, large dans toutes les salles de France. Alors pas forcément la première semaine, mais vraiment de manière très large et sur la longueur. C'est vraiment nous qui avons créé cette niche qui est devenue aujourd'hui plus qu'une niche, quoi. Oui, 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 oui. Et donc à l'origine même, avant même que Eurozoom existe, qu'est-ce qui a été le déclencheur qui vous a donné envie de faire de la distribution? Ah, alors ça c'est un peu compliqué, mais disons qu'à l'origine, moi j'ai fait des études commerciales, j'ai fait HEC, et en sortant de là, j'ai voulu travailler dans le cinéma, mais moi je ne suis pas française à l'origine, je viens de Tunisie, et j'avais cette vision un peu provinciale je pensais qu'avec mon beau diplôme, donc j'étais très fière, je trouverais du travail sans problème dans le cinéma. Or ça s'est pas passé du tout comme ça. J'ai envoyé des dizaines de CV pour lesquels j'ai eu aucune réponse, et donc il fallait bien que je bosse, donc j'ai commencé à bosser dans le conseil, qui lui n'était pas avare vis-à-vis des HEC. Et pour des raisons personnelles, au bout d'un moment, mon père est mort d'un cancer de manière assez fulgurante, et je me suis dit, bon, on va pas... Enfin, la vie, c'est pas de faire ce qui fait chier, parce que finalement, ça peut s'arrêter très vite. Donc j'ai démissionné, j'ai cherché du boulot dans le cinéma, j'ai beaucoup galéré. Et donc à un moment donné, je me suis dit, tant qu'à galérer, autant me lancer toute seule. Et c'est vrai que c'était plus facile de se lancer dans la distribution que dans la production, parce que la production, c'est un processus très long. La distribution, on peut commencer petit, et donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord, ok, ok. Et donc, qu'est-ce qui stimule, ou en tout cas, quels sont les facteurs qui expliquent vos choix de films? Est-ce que, par exemple, vous regardez les chiffres à l'international, ou est-ce que des fois, ça peut arriver que vous fassiez ça juste par simple coup de cœur, vous avez vu un film et vous dites, voilà, je le veux en France? Alors, évidemment que c'est un peu des deux, mais vous pouvez regarder, si vous regardez notre line-up d'animation, vous verrez qu'il y a des films ovni là-dedans, comme After School Midnighter, comme Ongaku Notre Rock, qui sont des films, on sait déjà quand on les achète que ça ne fera pas un copec, mais on ne le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on aime vraiment toute la richesse du panorama de l'animation japonaise, et que notre travail de distributeur indépendant, sur l'animation japonaise comme sur la fiction d'ailleurs, c'est d'essayer de trouver des auteurs, de grandir avec eux, donc de sortir beaucoup de premiers et deuxièmes films. Et par définition, les premiers et deuxièmes films ne marchent pas. C'est très rare qu'ils fonctionnent. Donc après, on ne peut pas faire que ça. Donc en effet, sur certains choix, on regarde déjà quel est le potentiel, quelle est la carrière à l'international, etc. Mais je dirais qu'un distributeur arrêt essai digne de ce nom, un distributeur indépendant digne de ce nom, doit travailler sur un savant mélange de films dits bankable et de films qui sont des vraies découvertes, un travail extrêmement risqué, mais qui est, de mon point de vue, l'essence de notre travail. Par exemple, si on n'avait pas sorti les 3 premiers Osoda, les 3 premiers Hara en France, Osoda aujourd'hui est considéré comme quelqu'un de très bankable. Je pense il a été nominé aux Oscars, il a été à Cannes, etc. Je pense que c'est en grande partie grâce au travail qui a été fait en France, parce qu'une sortie en salle, contrairement aux sorties vidéo, autres, ou aux sorties de court-métrage, aux sorties de direct télé ou direct vidéo ou direct plateforme, c'est la seule façon de mettre en lumière un réalisateur, d'organiser des junkets presse pour faire connaître son talent vis-à-vis de la presse, d'organiser des débats, des Q&A avec les fans. Donc je pense que c'est véritablement ce travail qui permet de faire grandir les réalisateurs. D'accord. Et donc, parmi tous les films que vous avez distribués, lequel vous a apporté le plus de satisfaction?
lequel vous vous êtes dit, voilà, on a réussi à le distribuer en France, on est plus que satisfait, quoi. Bon, les satisfactions, elles sont de tout ordre, hein, elles ne sont pas forcément monétaires et elles ne sont pas forcément immédiates d'ailleurs. Notre plus grand succès à ce jour, c'est Les Enfants loups, qui pourtant est sorti sur 50 copies. Et Mm. c'était une toute petite sortie à l'époque parce que personne n'en voulait et que le film précédent d'Osoda, Summer Wars, n'avait pas trop bien marché. Donc, et au final, on a fait 475 000 entrées, ce Oui. qui est plus que tous les Osoda qui sont sortis depuis chez des distributeurs beaucoup plus gros que nous. Donc ça, c'est une satisfaction. Une autre satisfaction, par exemple, c'est ce que j'appelle le retour à la maison. On se fait de plus en plus piquer des auteurs parce que quand ça marche et qu'on a prouvé qu'il y avait un marché, les gens surenchérissent à coût de centaines de milliers d'euros sur le prix des films et nous, on ne peut pas suivre parce qu'on est indépendant. Et puis, on se rend compte que finalement, ils reviennent nous voir après. Donc, c'est le cas de Makoto Shinkai. On est très content de le retrouver pour Suzume. C'est vraiment une satisfaction énorme et je suis vraiment très reconnaissante à Toho d'être revenu vers nous. Parce que c'est jamais évident de quitter quelqu'un et de revenir. C'est une belle preuve de confiance, je trouve. On est très content de le sortir. Donc ça, on sort le film très bientôt, donc le 12 avril, et on a quand même deux événements. C'est que premièrement, la semaine prochaine, enfin cette semaine d'ailleurs, on présente le film en compétition officielle à Berlin, ce qui n'est pas arrivé pour un film d'animation japonais depuis Miyazaki, donc depuis 20 ans. Et le deuxième événement, c'est que le 27 et le 28, on fait venir Makoto Shinkai en France pour rencontrer le public, la presse, et pour faire deux grandes avant-premières, une à l'UGC Normandie le 27 et une au Grand Rex le 28. Alors elles sont sold out toutes les deux, donc c'est même pas la peine de faire la pub, mais voilà, donc on est très content de ça. Ça, c'est aussi des grandes satisfactions, mais on a aussi la même satisfaction avec Keiichi Hara, par exemple, qu'on a perdu pour deux films et qui revient nous voir là sur son prochain film. Alors je me trompe toujours dans le titre, c'est Le Château solitaire dans le miroir. Voilà. D'accord. Et donc vous avez parlé de négociation. Quel est le film qui a été le plus compliqué à négocier? Ils sont tous, c'est toujours très compliqué de négocier avec le Japon. Après, moi, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Les négociations, c'est des choses très privées, donc je dirais que c'est toujours très compliqué. D'accord. Et donc par rapport à vos débuts, puisque Rozoom, c'est quand même une entreprise qui commence à avoir beaucoup d'années, quelles sont les grandes différences que vous avez pu remarquer? Que ce soit en termes de vos conditions de travail, de la complexité des choses, etc. La grande différence, c'est que déjà, pendant très longtemps, sur l'animation japonaise, ça n'intéressait personne parce que les gens pensaient que c'était anecdotique et en gros, je vais utiliser des gros mots, un truc de geek, que ça n'intéressait personne. On a quand même fait la preuve du contraire. On a fait la preuve du fait que c'est des films à part entière. C'est des films qui méritent un traitement par la presse généraliste, tout autant que la presse spécialisée. Et c'est des films qui ont le mérite de faire venir des cibles très différentes, filles, garçons, des cibles d'âge différents. Les fameux 15-25 ans dont on nous rebat les oreilles en permanence en disant qu'ils ne vont pas au cinéma, nous, on ne les a jamais perdus. Ils sont toujours venus voir nos films. Donc, de toute façon, c'est une simple question de pyramide des âges. Moi, quand j'ai commencé à sortir les films d'animation, c'est aussi une logique pour moi qui était de dire on va pas continuer à sortir des films à essai qui n'intéressent que les lecteurs de Télérama qui ont entre 70 et 90 ans, parce qu'au bout d'un moment, ils seront plus là. Donc, je veux pas de mal aux lecteurs de Télérama, mais c'est juste une question de logique. Et donc la question, c'était quoi? C'était quelles sont les grandes différences entre l'origine de Rozoom et puis... Donc la grande différence, c'est que maintenant, on a une concurrence complètement dingue, que les prix des films s'envolent. Des films que moi je payais au tout début entre, on va dire, 50 et 70 000 balles, maintenant c'est entre 500 et 700. Donc il y a vraiment une surenchère complètement folle des prix. Alors pas sur tous les films, évidemment, là je parle que des cas vraiment extrêmes. Oui. Après, il y a toujours des films qu'on a payés beaucoup moins cher que ça, mais ça dépend vraiment des licences, du fait que des licences. Et c'est clair que si on veut acheter un One Piece ou un Demon Slayer aujourd'hui, c'est pas le même prix que les One Piece à l'époque où moi j'en ai sorti. Oui, c'est ça. Et où personne n'en voulait dans les salles. Oui. On les expliquait que c'était pour le Club Dorothée, qui n'existait plus, mais que c'était pas du tout assez bien pour le cinéma, quoi. Voilà. Ok.
Donc maintenant, nous allons rentrer plus sur les questions générales autour du cinéma. En ce moment, est-ce que vous avez un film ou une série coup de cœur sorti ou non par Eurozoom? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, un film coup de cœur Bah, enfin, nous, nos coups de cœur, c'est vraiment ce qu'on fait, hein. Je veux Oui, dire, non, je pense pas qu'il y ait des choses extérieures qui soient des coups de cœur pour nous. On est toujours très content d'avoir les films qu'on a. Donc là, on est content, aussi autant content d'avoir Suzume, que le prochain Hara, que le prochain Détective Conan. On est content de tout ça. Il y a pas de coup de cœur plus que d'autres. d'accord. Et donc, post-Covid, quelle vision avez-vous de votre métier du cinéma en France? Parce qu'on voit bien qu'il y a eu des difficultés, et donc, Bah, enfin, post-Covid, il y a déjà eu plusieurs évidences qui se sont imposées à nous. D'abord, la première, c'est que quand le marché est revenu, bah, le marché est revenu à un niveau de moins 70% par rapport à ce qu'il était. Bon, maintenant, ça s'est un petit peu arrangé, on est plutôt à moins 30. Mais en réalité, ce moins 30, il est très trompeur parce qu'il y a quelques gros titres qui ont retrouvé en gros leur clientèle d'avant, mais sur beaucoup de titres indépendants, le marché n'est pas là. Donc je pense qu'il y a... euh, alors, il y a quelque chose qui ne s'est pas vérifié, et je l'avais dit d'ailleurs, donc je suis bien contente, c'est qu'à un moment donné, tout le monde a dit, après le Covid, tout le monde a dit, ah bah ça y est, c'est la mort des films en salle, les gens ne regardent plus les films que sur les plateformes, le cinéma est mort, les distributeurs sont des vieux croutons qui veulent pas s'adapter à la chronologie des médias. Or, sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de blogueurs and co qui passent leur temps à insulter les distributeurs parce qu'on est soi-disant trop con pour comprendre qu'il faut qu'on laisse la place à Netflix tout de suite dès qu'ils arrivent et qu'on s'écrase. Donc bah, la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que tous les gros studios américains qui ont joué après l'après-pandémie le jeu du plateforme d'abord ou du plateforme et cinéma en même temps, bah, se rendent compte que c'était une connerie, puisqu'ils reviennent tous sur ce modèle. Le premier étant Disney, puisque Disney, là, le nouveau patron qui est arrivé, a dit bah, nous, c'est fini, là, on fait plus ça. On considère que, alors selon les films, hein, il y a certains films qui ne seront pas concernés, mais que la fenêtre salle est extrêmement importante et qu'il faut la préserver et qu'il ne faut pas la saccager au profit d'une fenêtre de plateforme. Ensuite, il y a une autre évidence qui aujourd'hui s'impose à tout le monde aussi, c'est que c'est bien beau de multiplier les services de streaming, mais les portefeuilles des clients ne se multiplient pas. Donc les gens ne vont pas payer 10, 5, 15 euros sur 6 ou 7 services de streaming. Donc il y a bien un moment donné où il va falloir que l'offre se rationalise un peu. Donc finalement, les plateformes ne sont pas si... elles sont certainement gagnées énormément pendant la pandémie, mais le cinéma n'est pas mort pour autant. Donc il y a une période d'ajustement qui est assez difficile, c'est vrai, mais je ne pense pas que les plateformes aient tué le cinéma. d'accord. Et au-delà des plateformes, on a regardé aussi quelques autres interviews que vous avez pu faire, et vous avez aussi exprimé comme quoi les programmateurs dans les cinémas étaient un peu plus réticents vis-à-vis des films un peu moins connus. Et est-ce que ces difficultés sont toujours autant présentes, ou est-ce De pire en que... pire. Ah, c'est de pire en pire. Non, c'est de pire en pire. Avec la crise, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on appelle la stratégie du chaos. Donc, le bouquin de Noémie Klein, qui est vraiment super, qui explique en fait que quand il y a des crises, les intervenants d'un métier s'en servent pour faire passer des idées qui sont inacceptables, qui étaient inacceptables avant. Et là, dans les programmateurs de salles en France, notamment les programmateurs de salles art et essai, qui sont quand même subventionnés par le CNC pour faire du cinéma art et essai, le Covid a servi à dire oh ben non, mais finalement les petits films. Alors avant ils le pensaient, ils ne le disaient pas, maintenant ils le disent, les petits films on n'en veut pas, nous ce qu'on veut c'est que des trucs hyper porteurs, donc en gros ils veulent la même programmation que l'UGC d'à côté, et finalement les petits films ça les encombre plus qu'autre chose. Donc maintenant ils le disent ouvertement. D'accord, oui, donc ça empêche aussi les petits scénaristes de pouvoir essayer de proposer Bah, des productions plus petites. enfin, c'est surtout à très courte vue, parce que malheureusement ou heureusement, bah, le système de la création fait qu'il faut bien que les gens débutent, Oui, et que s'ils n'ont jamais la possibilité de débuter, bah, je veux dire, bon, Woody Allen va bien finir par clamser, tous ces mecs-là qu'ils adulent vont bien finir par clamser, enfin il faut un renouvellement. Tout le monde sait très bien que bah, les talents qu'aujourd'hui on considère comme des talents de major, entre guillemets, par exemple Pedro Almodovar, qui aujourd'hui fait partie de l'écurie Pathé, quand il a commencé, il était chez un tout petit distributeur qui d'ailleurs n'existe plus parce
qu'il a eu des problèmes financiers. Donc on sait très bien que le travail de découverte et de recherche de nouveaux auteurs, il ne se fait pas au niveau ni de Netflix, ni des grosses majors. Donc il faut bien qu'il y ait des intervenants autres qui fassent de la recherche. Et pour faire de la recherche, il faut sortir des premiers films et il faut qu'ils aient de la place. Oui. Donc maintenant, on va essayer de passer un peu sur des questions un peu plus centrées sur Détective Conan. Ouais. Ça reste malgré tout notre fonds de commerce. Et donc, le premier film que vous avez sorti, donc c'est le 24e film, Oui. qui à l'origine, s'il n'y avait pas eu le Covid, devait sortir au Japon 1 an à l'avance. Oui. Et donc, on aurait aimé savoir à quelle période et pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée, ou en tout cas l'ambition de sortir la licence en France. C'est quelque chose... Donc nous, on va souvent au Japon et on regarde souvent le marché japonais. Et c'est clair que Détective Conan, tous les ans, est dans le haut du classement. Donc on s'est toujours posé la question de savoir pourquoi Détective Conan ne sortait pas en France. Après, sur Détective Conan, à l'origine, encore une fois, c'est quelque chose qu'on avait dans notre radar, mais c'est TMS qui est venu nous voir. Et qui justement nous a dit, écoutez, vous avez quand même on va dire une spécialisation en animation japonaise qui est très large, puisque vous faites aussi bien des films de franchise que des films indépendants. Est-ce que ça vous intéresse? On a dit que oui, ça nous intéressait, que Détective Conan, ça faisait longtemps qu'on avait cet univers en ligne de mire, mais qu'on se posait des questions, qu'on ne savait pas très bien, en gros, pourquoi. Si vous voulez, c'est exactement comme... Alors là, tout d'un coup, j'ai évidemment un énorme trou. Doraemon, voilà. C'est tout à fait comme Doraemon qui cartonne à chaque fois au Japon, mais qui ne trouve pas de sortie en France parce qu'il y a un déficit de notoriété de Doraemon ici en France. Donc, c'est des licences qui s'imposent complètement au public japonais, mais qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment, en Europe en tout cas, et en France en particulier, n'ont pas vraiment de notoriété. Donc, on s'est dit, avec TMS, avec qui on s'est très bien entendu, TMS France, que le fait d'avoir un bureau de TMS en France, c'était une façon de pouvoir avoir un contact un meilleur contact, de travailler plus en amont, et que peut-être ça valait le coup d'essayer. Donc on a essayé avec le 24, et puis on essaye de continuer. Voilà. D'accord. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, normalement c'est le studio Soundtastic qui s'occupe d'une très grande partie, voire toutes les VF que vous faites, quels que soient les films. Toutes, oui. Et donc la question très simple, c'est pourquoi ce choix? Parce qu'on travaille avec eux depuis très longtemps et qu'il n'y a aucune raison, on n'a aucune raison de changer. On est satisfait, jusqu'à présent, on a été satisfait de toutes les VF qu'ils ont fait, donc il n'y a pas vraiment de raison. Voilà, c'est un choix. Quand on a commencé à faire des VF, on a vu plusieurs prestataires et ça nous a l'offre les tarifs, l'offre, etc. nous a paru convenir. La façon de travailler avec eux nous convient, donc voilà. Et donc toujours dans le cadre de la VF, est-ce que c'est le studio, est-ce que c'est Eurozoom ou TMS qui donnent les impulsions pour choisir les comédiens? Parce que on a la chance de pouvoir revoir le casting de l'époque revenir au complet presque. Et donc, est-ce que c'était là comme une évidence Ah bah oui, nous on essaye toujours, quand on fait des VF, c'est pas toujours possible pour plein de raisons. Il y a des fois des économies qui font des films tout petits dans lesquels c'est compliqué de faire une VF chère, etc. Mais bon, on essaye toujours, dans la mesure du possible par rapport au potentiel du film et au budget qu'on a, d'avoir des VF qui sont cohérentes avec l'univers qu'on représente. Donc on essaye d'être cohérent avec ce qu'attendraient les fans. Alors, quelquefois, c'est impossible, parce qu'on a des écoles et des chapelles chez les fans. Alors, il y en a qui sont pour ça, il y en a qui sont pour... Enfin, des fois, c'est des guerres sans nom. Il faut bien choisir quelque chose. Mais dans l'absolu, déjà, on essaye de faire ce travail, nous, en tant que distributeurs, toujours avec le soutien de nos ayants droit. Donc, on en discute avec TMS. Enfin, c'est des discussions communes. C'est pas... Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui impose sa vision des choses. On voit un peu ce qu'il y a comme proposition à faire et on essaye de faire le mieux pour le film. Ok. Et donc, avec le 3e film qui sort cette année, ouais. Est-ce qu'il y a eu des évolutions, ou en tout cas, est-ce que c'est beaucoup plus facile en termes de communication avec les ayants droit? Est-ce que le fait que ce soit le 3e qui sorte, c'est beaucoup plus simple que le premier? Ça a toujours été relativement facile avec TMS grâce au fait qu'ils ont un bureau en France. Oui. Donc ça nous aide énormément.
Ils sont très motivés sur la licence, enfin, je pense, satisfaits de notre travail, j'ose espérer, puisqu'on continue ensemble. Donc, mais ils sont aussi très conscients des limites, hein, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, les sorties de Détective Conan, pour nous, c'est des trous financiers. Hein, c'est pas du tout des succès. Donc moi, en effet, je continue parce que c'est ma façon de voir les choses. C'est que je vais pas faire un travail pour qu'il aille profiter ensuite à quelqu'un. Je fais ce travail, je continue à le faire, et j'espère qu'à chaque fois, on va à chaque fois améliorer la performance. Mais c'est sûr que pour l'instant, c'est de l'investissement. Il n'y a pas de retour sur investissement pour l'instant. D'accord, parce que du coup, j'avais en tête le film 24 qui malheureusement n'avait pas son titre en français. Bon, ça reste un peu du chipotage, mais c'était, voilà, est-ce que ce sont les Japonais qui n'ont pas donné l'accord Je vais pas rentrer dans Non. je vais pas rentrer dans les bagarres de fans, de savoir pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. Distribuer un film, c'est prendre des décisions en fonction de plein de choses, en fonction d'un environnement, en fonction de plein d'intervenants. On fait pas toujours ce qu'on veut, ou quelquefois on fait des choses et puis les gens sont pas d'accord. Mais je pense qu'on investit, on doit rester maître de ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'explication à donner. Pourquoi français, pourquoi pas français. On fait des choix et quand on les fait, on essaye de les faire en pensant à ce qu'il y a de mieux pour le film. On peut se tromper évidemment, hein, mais on essaye à chaque fois de trouver ce qui nous paraît être le mieux dans la cohérence de ce qu'on fait par rapport au film, en discutant avec nos ayants droit. Encore une fois, on peut se tromper, mais on n'a pas... de toutes les façons, si on veut tenir compte des avis des uns et des autres, il y a des avis tellement variés et tellement contradictoires que ce n'est pas forcément une solution d'écouter ce qui se dit. Donc, à un moment donné où, quand on investit lourdement sur une licence, on est en droit de pouvoir prendre des décisions sur les titres, les visuels, etc., etc. Oui, d'accord. Et donc peut-être que c'est un peu tôt, puisque le film sort en août, mais en termes de goodies, d'événements ou de communication, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année? Parce que l'année dernière, ça a été quand même quelque chose d'assez fort, avec un Facebook qui a été créé spécialement, avec un système d'événements, des clearfields qui étaient offerts pendant les avant-premières, etc. Donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année? Pour l'instant, à rien, parce qu'on fait le bilan de tout ce qui s'est passé. Et justement, on est plutôt très déçu par ce qui s'est passé l'an dernier, notamment par le fait qu'on s'est démené, mais vraiment à grands frais, et aussi avec des implications de temps extrêmement lourdes pour faire des avant-premières en même temps que la sortie au Japon. Et ça n'a pas du tout été un succès. Et au contraire, ça nous a beaucoup pénalisé pour la sortie, puisque le résultat de ces avant-premières a été utilisé par les programmateurs de salles pour dire que le film ne marchait pas. Donc on a été, j'avoue, très 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 déçus de la mobilisation extrêmement faible des fans de Détective Conan. Et ça nous a amené à beaucoup réfléchir et à reconsidérer les efforts qu'on allait faire vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres. Parce que ce qui peut vous paraître une opération simple à mener était extrêmement compliqué, parce que ça nécessitait d'avoir accès au matériel bien avant la règle. Ça a nécessité des négociations pas possibles, des mises en place de processus pas possibles, des coûts, des frais, etc. Enfin, et c'était une opération pour nous très grosse. Et pour moi, je pensais vraiment, et là c'est vraiment la preuve qu'on n'a pas toujours vrai, hein. Moi je pensais vraiment que c'était suffisamment exceptionnel, parce que c'est quand même très très rare, quel que soit le film d'animation, d'avoir une sortie en France en même temps que le Japon. Et franchement, les résultats étaient catastrophiques. Donc ça nous a énormément desservi pour la sortie, les salles se servant de ces résultats pour dire qu'elles ne voulaient pas du film. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment pas simple. Non, et c'était pas l'effet attendu. Oui, non mais c'est sûr, parce qu'avec tous les investissements, et aussi, bon, même si on a très certainement un élément de réponse, qu'est-ce qui explique la date de sortie entre guillemets tardive de Détective Conan par rapport au... Ça, le fait c'est que... ça, le fait... aussi très certainement. Non, Non, même pas. le fait que là, moi je veux prendre le temps, parce que
Je veux pas me retrouver dans des situations où on se casse les pieds, comme c'est pas permis, en bossant comme des dingues pour avoir les choses en temps et en heure, et finalement avoir une mobilisation en face qui n'est vraiment pas du niveau. Donc on préfère sortir à des périodes calmes, et le mois d'août est une période calme. Moi, je ne veux plus avoir à me battre avec les salles pour imposer Détective Conan quand je vois le résultat de ce que j'ai fait l'an dernier, où on continue à me dire, bah attends, tes avant-premières de Détective Conan, elles étaient suffisamment lamentables pour que tu la ramènes pas. Non, donc oui, donc Donc c'est ça. oui, c'est un milieu très, très compliqué. C'est un milieu très On vous laisse compliqué, aucune mais chance. surtout, il n'y a pas de mobilisation du tout des fans de Détective Conan. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on les entend beaucoup, mais je ne sais pas si c'est parce qu'ils parlent beaucoup et qu'ils sont très peu et qu'ils parlent beaucoup. Mais en tout cas, franchement, si vous voulez faire passer un message, faites-le passer. C'est extrêmement... Enfin, c'est des choses qui peuvent remettre en cause carrément les sorties au cinéma, hein. Nous, on a eu vraiment, vraiment... C'était une... Enfin, je ne l'ai pas tellement dit parce que le but, c'est pas de... Enfin, c'est pas de négativer les choses, je préfère les positiver, mais c'est quelque chose qui nous a posé énormément de problèmes. Le fait que les avant-premières ne marchent pas. Parce que moi, j'avais vendu aux salles que c'était un événement unique, que ça n'arrivait pratiquement jamais. On avait quand même des avant-premières assez larges. Et sachant que, voilà, aujourd'hui, les gens nous comparent à des Demon Slayer. Quand on veut sortir en animation, les gens comparent à des Demon Slayer et des One Piece. Donc, si on ne fait pas ces résultats-là, ça veut dire qu'on n'existe pas. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, on a beau leur expliquer que ce n'est pas du tout les mêmes licences, que même si au Japon, je pense que les licences se valent plus ou moins, elles ne sont pas toutes égales, mais elles sont toutes dans le même trio de tête, ici, il n'y a pas du tout de notoriété sur Détective Conan, même si, depuis la sortie qu'on a fait au cinéma, Détective Conan a connu une nouvelle vie, parce que toutes les ventes Netflix et autres viennent, qu'on le veuille ou pas, de notre sortie cinéma. Oui, Et- maintenant toutes les plateformes se l'arrachent. Bah oui, mais se l'arrache et c'est pas ça nous revient pas à nous parce Oui. que c'est pas nous qui avons les droits des séries. Donc là, c'est typiquement l'exemple du travail de distributeur qui investit énormément sur une franchise ou sur un IP et qui en fait arrose les résultats arrosent tout le monde sauf le distributeur. Donc voilà. Donc je pense que c'est enfin. J'espère qu'à un moment donné, avec la multiplication de la série sur les plateformes et compagnie, j'espère qu'on aura un effet de notoriété suffisant pour que le grand public s'intéresse à Détective Conan, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Oui. Oui, donc vous avez déjà commencé à répondre à la suite, puisque dans une interview, vous avez pu expliquer que votre objectif, c'était de faire de Conan un film pour les familles, etc., quelque chose de grand public. Donc, au vu des entrées, est-ce que le nombre de copies peut augmenter ou ça va rester stable Les sorties de Détective Conan, surtout après le Covid, elles étaient larges, hein, Ouais. c'était pas des petites sorties, hein. Et elles auraient plutôt tendance, si on regarde les résultats, à diminuer. Mais c'est pas notre objectif. Nous, on veut pas les diminuer. Au contraire, on veut en faire des films justement plus larges. Donc on veut se battre pour qu'elles soient plus larges. Mais après, c'est pas nous. Les salles, c'est pas nous, hein. Donc le distributeur n'est qu'un intermédiaire, hein. Il doit convaincre les salles. Et si les salles sont pas convaincues, voilà. Donc nous, on essaye d'avoir le plus d'éléments possible pour convaincre les salles. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de sortir en août. C'est pour avoir moins de concurrence, avoir plus de place et j'espère plus de gens Oui, qui viendront voir le film. avec les grandes vacances. Ouais. Ok. Et donc, alors ça, c'est quelque chose de totalement hypothétique. C'est qu'en faisant quelques recherches, on a pu voir que par le passé, vous aviez pu ouvrir quelques cagnottes pour réaliser des projets, pour que les gens puissent donner un peu de leur argent pour réaliser des choses. Est-ce que c'est une méthode qui peut être utilisée pour Conan, que ce soit pour les films ou potentiellement peut-être pour une VF des bonus, des films bonus? Je crois pas. Non. Je crois pas. C'est toujours très compliqué. On l'a fait que dans des cas extrêmes. Je crois qu'on l'a fait 2 fois. Et on l'a fait une fois pour Promère et une fois pour Belladonna, si mes souvenirs sont bons. On l'a fait que 2 Je fois. crois qu'il y en avait un troisième. Je suis pas sûre, mais bon, pourquoi pas. On a sorti 52 films d'animation, qu'on les fait 2 ou 3, ça change pas grand-chose. C'est des choses qu'on fait très rarement Ouais. parce que c'est très compliqué vis-à-vis des ayants droit. Donc non, je pense pas qu'on le fera pas sur des produits de licence. Je pense pas qu'on le fera. Ok, d'accord. Et donc, d'un côté, avant que Rozoom arrive, Black Box, qui est aussi un indépendant, avait pu avoir les 22 premiers films qu'ils ont sortis uniquement en physique et en post-FR. Et ensuite, Il y a vous le êtes 23 qui est au milieu. Et voilà, exactement. Il y a le 23 et aussi potentiellement, il y aurait aussi un Lupin contre Conan, qui est aussi un film. Il y en a même 2. Est-ce que c'est quelque chose qui est au coin de votre tête ou...
si les entrées continuent à chuter, Si vous voulez, tout ça fait partie de notre vision des choses. Simplement, on ne peut pas creuser des trous sans fin. Donc, il faut que Détective Conan au cinéma, que les versions actuelles, c'est-à-dire les films qui sortent, il faut qu'ils rencontrent un succès pour qu'on puisse revenir en arrière. On ne reviendra pas en arrière si les films qui sortent n'ont pas de succès. oui. Donc, il faut, avant de poser la question de pourquoi le 23 n'est pas là, que les gens aillent voir le 24, le 25 et le 26. C'est ça aussi qui m'horripile. C'est que les gens sont tous là en train de dire le 23 est pas là. D'accord, gars, mais le 26 est là en salle, le 24 est là en salle, le 25 est là en salle. Va le voir déjà, au lieu de dire ah pourquoi le 23 est pas là. Donc ça, c'est aussi des choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter le purisme, ouais, je sais pas comment on dit le purisme, ça se dit, non, ça se dit pas ça. Il faut arrêter d'être puriste et puritaniste. Je pense qu'à un moment donné, avec la concurrence qu'il y a, le nombre de films qui sortent, etc., si les gens ne vont pas voir les films en salle, ils ne sortiront plus en salle. Hein. C'est vrai pour Conan, c'est vrai pour tout le reste. Hein. Si les gens ne se mobilisent pas pour voir les films qu'ils ont envie de voir en salle, les films ne sortiront pas. Et ça veut dire quoi, se mobiliser? Attention, avec la concurrence qu'il y a, se mobiliser, ça veut dire y aller le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, avant le lundi, parce que le lundi, c'est le couperet de la programmation. Et donc, le lundi de la première semaine, on regarde les chiffres du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche. Et s'ils ne sont pas bons, ça dégage. Voilà, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Hein. Il n'y a aucun état d'âme, il n'y a aucun... Voilà, ce n'est que de la pure arithmétique. Les programmateurs n'ont pas du tout d'état d'âme par rapport à « bah tiens, le film est bien, ça mérite de rester ». Ah non, ils n'en ont rien à foutre que le film soit encensé par la presse ou une méga daube. Si c'est une méga daube et que ça marche, ça reste. Si c'est un film encensé par la presse et que ça ne marche pas, ça dégage. Voilà. Donc c'est terrible à dire, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est de pire en pire. Donc si moi j'ai un conseil, enfin un conseil, c'est pas vraiment des conseils, j'ai pas de conseils à donner, mais si j'ai un espèce de tuyau à donner, et je sais que c'est pas toujours facile. Après, il y a aussi d'autres problèmes. On parlera du prix, on parlera de plein de choses. Il faut, si vous voulez... Si vous aimez une licence et vous voulez qu'elle soit en salle, si vous pensez que la salle apporte quelque chose, parce qu'il y a des gens qui pensent que la salle n'apporte rien, donc dans ce cas-là, qu'ils le regardent je ne sais pas où, parce que je ne vois pas qui va le sortir, mais s'ils attendent que Netflix achète les films, par exemple, Netflix a dit ça ne nous intéresse pas. Oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des séries, parce qu'on veut de la consommation à répétition. Voilà. Je veux dire, c'est pareil. Si les gens pensent que Netflix est dans l'animation pour l'animation, non. Netflix est dans l'animation pour l'algorithme parce qu'ils veulent des séries avec des consommations à répétition. Donc les films ne les intéressent pas. Comme vous avez vu, ils ne les ont pas achetés. Donc si vous aimez les films de Détective Conan, vous collectif, hein, et que vous avez envie qu'ils sortent au cinéma, il faut essayer d'aller les voir au cinéma quand ils sortent et d'aller les voir là où ils sortent. Parce que c'est pareil. Quand des films sortent, si par exemple ça ne sort pas à Plougastel, les gens de Plougastel vont hurler, ça ne sort pas à Plougastel, mais il faudrait d'abord que les gens où ça sort aillent le voir. C'est-à-dire que si les salles Paris sont vides, de toutes les façons, ça ne sortira pas à Plougastel, malheureusement. Parce que les programmateurs ne programment que ce qui marche. Donc si quand on fait une sortie nationale sur 100 salles, 200 salles, 300 salles, ces 300 salles ne sont pas pleines, alors, pas pleines à ras-bord, mais pleines suffisamment, bah, les salles d'après n'en veulent pas en fait. Donc c'est un espèce de cercle vicieux. Si ça ne marche pas, bah, ça ne marchera pas parce que les salles d'après n'en veulent pas. Si ça marche, oui, les salles d'après en voudront, donc ça sera de plus en plus large. Donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, après, je comprends tout à fait qu'il y ait des problèmes de prix. Donc je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aillent pas le voir au cinéma, même si dans l'intention il serait, mais voilà. Après, il faut savoir que nous, distributeurs, nous n'avons aucun impact sur les prix. De par la loi, en France, les prix sont définis par les salles. Oui. Nous n'avons pas d'impact sur les prix. Nous ne pouvons pas dire tu vends le film à tel prix ou tu vends à tel prix. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui crient sur le prix des places, mais en réalité, je pense qu'il y a quand même des prix dans les salles qui sont accessibles à tous. Il y a des prix étudiants, il y a des prix chômeurs, il y a des prix de cartes, il y a des prix, tu achètes 5 billets, tu en as un gratuit. Enfin, il y a des solutions. Tout n'est pas, parce qu'il y a des gens à chaque fois qui disent « Ah, j'ai payé 15 € pour aller voir machin, bidule, truc, au Grand Rex ». Oui, bon, toutes les salles ne sont pas le Grand Rex et tout le monde ne surtarife pas. Et donc, mon avant-dernière question, ce serait, est-ce que malgré tout, est-ce que les versions physiques, lorsqu'elles sortent bien après les films, est-ce que les chiffres sont encourageants ou c'est comme le film, les gens n'achètent pas la version physique ? C'est toujours lié au film.
C'est-à-dire, si le film marche, c'est toujours la version physique, c'est toujours un pourcentage du film. Donc, plus le film marche, plus la version physique va marcher. Moins le film marche, moins elle va marcher. Donc voilà, pour l'instant, encore une fois, ça ne permet pas de rentabiliser la chose. D'accord, ok. Et c'est pour ça qu'on ne va pas se mettre à faire des VF pour tous les bonus. Oui, ok. Et donc, pour conclure cette interview, est-ce que vous avez un mot de la fin? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, le mot de la fin, c'est que vraiment, si vous vous adressez aux fans de Détective Conan, si vraiment pour eux ça a de l'importance que les films sortent en salle, il faut se mobiliser. C'est vraiment le conseil que je donne parce que on ne pourra pas sortir sans cesse comme ça, sans avoir de succès. Là, déjà, sur le 3e, si on n'arrive pas à avoir un succès sur le 3e, un succès, c'est au minimum 150 000 entrées, on en est loin. Je ne suis pas sûre qu'on puisse continuer. Ce n'est pas pour des raisons on va dire de motivation. Au contraire, nous, on est très motivés, mais c'est parce que les salles n'en voudront plus. Les salles diront, non, les salles, le frein, c'est les salles. Hein. J'ai un truc dans l'œil, je suis désolée, ça me fait très mal, c'est un cil, je pense. Les salles diront, on n'en veut pas, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Donc, le mot de la fin, c'est ça. Il faut se mobiliser. Bon, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir acceptés dans vos locaux. Merci. Et puis, vive Eurozoom. Merci à vous de l'intérêt pour notre travail. Bon, parfait. Et désolé pour l'œil, mais vraiment, je pense que j'ai un cil qui est en plein. Ouais, pourtant, les entrées au cinéma, on fait tout. On y est allé 400 fois. Ah non, mais vous, j'y crois. Mais moi, c'est vrai que des fois, dans les salles de cinéma, on se retrouve tout seul. Quoi. Ah ouais. Très souvent tout seul. Des fois, on se retrouve mais oui, alors déjà, il y a aussi un truc qui m'horripile, c'est les mecs qui m'envoient les photos de la salle vide en disant « Ah super, la salle est vide !» trop du cul. Ça me plaît pas du tout que tu dises ça, quoi. Bah oui, non. Le mec, je lui dis « Oui, tu peux remuer le couteau dans la plaie, mais bon, ça apporte quoi ?»